Merci et bravo pour cette présentation succincte et tout à fait juste, complète. Je reviendrai sur certains points que vous avez évoqués et qui me tiennent à cœur. Alors, il est toujours un peu paradoxal de parler d'un livre ou de donner conférence à son propos, puisqu'un livre est fait pour être lu et se suffit à lui-même. Que dire de plus qui ne soit en lui? Il faudrait alors écrire un autre livre. Mais comme le temps des cerises m'a demandé de présenter la culture de masse sous une forme de brève conférence, je vais vous livrer quelques remarques annexes à son propos, qui constituent une explicitation. C'est-à-dire que je ne resituerai pas non plus, je n'expliciterai pas au-delà de ses limites cet ouvrage, mais je donnerai quelques éclairages qui n'y figurent justement pas. Donc j'examinerai d'abord les causes et les finalités de ce livre, la pulsion de mort comme source de la culturie, et pour finir, quelques exemples imagés qui ne figurent pas dans l'ouvrage. Donc, quelle est la cause de ce livre? La culturie de masse est un livre qui a été provoqué, inspiré, imprévu. Il a été provoqué par les attentats qui se sont succédés en France, notamment par ceux du Bataclan et de Nice, et en Grande-Bretagne, à Manchester, qui marqua une sorte d'acmé de l'horreur. C'est d'abord le mot valise de culturie qui m'est venu immédiatement à l'esprit pour désigner ces massacres, à commencer par celui du Bataclan qui correspondait à une tuerie de masse dans un lieu culturel. Les attentats suivants ont continué d'inspirer ce funèbre ouvrage imprévu, car j'étais engagé dans l'écriture d'autres livres, mais celui-ci répondait à une urgence de témoignage et de diagnostic quant au mal qui se manifestait. Ce mal m'a semblé correspondre au point final et quasi terminal de dégradation de la culture universelle, et j'ai identifié sa cause en me souvenant de la pulsion de mort que Freud a débusquée à la fin de son œuvre dans Malaise dans la civilisation. C'est donc ce texte freudien qui constituera ma principale référence théorique et que j'expliciterai. Nous en resterons au plan culturel, superstructurel, sans extrapoler jusqu'au plan politique ou économique, même si des causes ou des correspondances peuvent être postulées entre un hyperlibéralisme de plus en plus agressif et une mondialisation effrénée qui détruit les relations internationales et les tissus nationaux populaires, ainsi que les liens sociaux. J'ai conçu le livre entre 2015 et 2017, mais j'ai terminé sa rédaction en 2017 et j'aurais aimé qu'il parût avant les élections. Mais ces dernières corrections et les délais éditoriaux ne l'ont pas permis. J'en suis navré car il aurait pu éclairer des choix électoraux, bien que son ambition restât métapolitique, car il s'agit d'une prise de conscience plus large et plus difficile à effectuer par la majorité des personnes. Comment prendre conscience de pulsions inconscientes massivement partagées? Tout nous pousse à régresser dans le sens de l'inculture et de la culturie de masse, sous couvert de culture précisément. Des produits nocifs, prétendus culturels, nous sont présentés comme un nec plus ultra. Les médias promeuvent souvent, avec force, les œuvres les plus bruyantes et les moins édifiantes. Nous sommes invités à nous déjanter, à nous défoncer, à nous éclater jusqu'à la mort. Et l'attentat contingent vient effectuer un passage à l'acte qui clôt presque logiquement cet appel au suicide ou au meurtre. La complicité médiatique ne doit pas qu'à des choix complaisants au système en vigueur. Elle suppose aussi une fascination partagée et, à différents niveaux, une méconnaissance des causes et des conséquences véritables de la dégradation. C'est un peu comme une hypnose générale qui fait perdre le sens commun. Eyes wide shut, les yeux grands fermés, une sorte de colin-maillard mortel. Le titre du dernier film de Kubrick en disait long sur notre entrée en culture de masse, emmenée par Thanatos dans une danse macabre, anticipée et désordonnée. Mon objectif en écrivant et en présentant ce livre est d'inciter à la vigilance les lecteurs et spectateurs. Que leur donne-t-on à voir et à entendre?
Quel est le sens de la prétendue culture répandue actuellement? Quels apports réels? Quel conditionnement à la violence ou à la passivité? Les gens croient bien faire en se conformant aux avis généraux, aux diktats des adjoints à la culture et des médias. Ils ont perdu leur véritable sens critique et se montrent prêts à tout accepter, à commencer par les éructations meurtrières et pornographiques. Le livre invite à débusquer les forces mortifères qui assaillent la culture. Je n'ai vitupéré personne, je n'ai publié aucun nom à dessein. D'abord parce que je vise une tendance, une pulsion, une force anonyme, mais puissante et actuellement prépondérante. Ensuite, parce que j'espère une prise de conscience de tous, y compris des fauteurs, qui se sent morveux qu'ils se mouchent, et surtout qu'ils renoncent à ces pratiques délétères ou mortifères. Enfin, parce qu'ouvrir une polémique contre tel ou tel serait vain. Le mal est toutefois patent et reconnaissable, encore faut-il vouloir ouvrir les yeux. C'est à cette ouverture que le livre aspire. Regardons, écoutons vraiment. Que nous offre-t-on en pâture? Quelle nourriture recevons-nous? La pornographie, la drogue, l'inceste, la cacophonie et la démesure nous apportent-ils ce dont nous avons besoin? Je laisse à chacun le soin de juger, de s'inquiéter de la culture à laquelle il s'accoutume et de s'interroger sur la valeur réelle et le coût financier, esthétique et moral de ces produits. Dépression, toxicomanie, désarroi, violence sont au rendez-vous et les faits divers l'attestent, tandis que la dégradation du goût s'accentue. Réinvestir la culture à partir d'une aspiration retrouvée au beau et au sublime, qui sont les valeurs directrices des beaux-arts, intégrer la mort et la pulsion de mort dans des œuvres qui n'en font pas un objet de fascination ou qui ne se complaisent pas dans les processus de détérioration physique ou de dégradation morale constitue désormais une urgence. Je vais donc, dans un second temps, après avoir un peu explicité mon propos, éclaircir cette pulsion de mort qui a été débusquée à l'issue de mon travail et que j'ai retrouvé, bien sûr, c'était des lectures anciennes, et j'ai longtemps travaillé sur Malaise dans la civilisation de Freud, mais il m'a semblé que vraiment ce livre revenait comme en écho et en réponse à la situation dans laquelle nous sommes. L'intuition de Freud, qui me paraît géniale et très éclairante, d'une vie psychique pulsionnelle inconsciente, offre une explication qui n'est pas une simple rationalisation. L'hypothèse d'un inconscient psychique, et non seulement physique, rend compte de maints actes inexpliqués sans cela. Lapsus, oubli, acte dit manqué. Cela est bien connu, mais plus ou moins occulté ou dénié, surtout actuellement, avec le succès des neurosciences, du comportementalisme, d'un matérialisme totalitaire qui ramène tout au somatique et réduit les personnes à des mécanismes ou à des choses, ce qui justifiera leur exploitation ou leur élimination. Les conceptions freudiennes ne sont pas incontestables, mais la théorie des pulsions, qu'il a corrigée à maintes reprises, constitue une hypothèse aisément vérifiable, à tout le moins une inférence logiquement acceptable. Qu'est-ce qu'une pulsion? C'est un processus dynamique consistant dans une poussée, une charge énergétique, un facteur de motricité qui fait tendre l'organisme vers un but. Selon Freud, une pulsion a sa source dans une excitation corporelle, état de tension. Son but est de supprimer l'état de tension qui règne à la source pulsionnelle. C'est dans l'objet, grâce à lui, que la pulsion peut atteindre ce but. Le mot pulsion traduit l'allemand Trieb, qui peut aussi être signifié par instinct, plus ambigu. Le mot pulsion implique davantage la vitalité et le dynamisme inhérent à un processus libidinal, c'est-à-dire désirant. La pulsion pousse. Le verbe trieben signifie pousser. Elle est une force qui tire du corps et de l'âme son énergie. Freud est matérialiste, scientiste, mais il n'est pas interdit d'agréer la pulsion dans une conception vitaliste ou spiritualiste. La pulsion ressortit au corps et au psychisme. Elle est inconsciente, mais puissante et agissante. Nous pouvons constater ses effets. La théorie des pulsions a toute une histoire que je ne rappellerai pas pour me concentrer sur ses derniers avatars,
qui sont la pulsion d'agression, opposée aux pulsions sexuelles. Puis, pour finir, Thanatos, la pulsion de mort que Freud oppose à Eros, la pulsion sexuelle, qui est aussi pulsion de vie, portant à l'union. Thanatos est un mot grec qui signifie la mort. Eros est le dieu du désir, mentionné parmi les premiers dieux, après Chaos et Gaïa par Hésiode dans sa Théogonie. Ces deux pulsions s'opposent, mais elles peuvent aussi s'allier, notamment dans le sadisme ou le masochisme, où la sexualité se fait mortifère. Le dualisme pulsionnel rend toutefois compte de l'incohérence de l'histoire collective et individuelle. Nous sommes divisés, nous sommes hantés, nous sommes poussés. Notre liberté se conquiert avec, mais aussi contre ces pulsions qu'il faut canaliser, endiguer, orienter, car elles nous donnent notre énergie psychique. Nous ne pouvons pas les refouler sans nous dévitaliser. Nous sommes des êtres désirants, des êtres dynamiques, mais des êtres ambivalents et divisés. La culture ou civilisation, par le biais de l'éducation et des interdits, prend en charge les pulsions. Elle les réprime quelquefois, mais surtout elle les inhibe quant au but, par exemple en changeant le désir en camaraderie, en amitié. Elle les sublime à travers les arts et les sciences. Elle programme des réactions psychiques d'ordre éthique. La culture s'efforce de contrer les pulsions agressives qui relèvent de la pulsion de mort et qui menacent la société de ruine. Après avoir constaté l'existence d'une tendance originaire à l'agression, une hostilité primaire qui oppose les uns aux autres, Freud admet l'existence et l'efficience d'une pulsion de mort. Je cite: « À côté de l'instinct qui tente à conserver la substance vivante et à l'agréger en unité toujours plus grande, il devait en exister un autre qui lui fût opposé, tendant à dissoudre les unités et à les ramener à leur état plus primitif, c'est-à-dire à leur état anorganique. Donc, indépendamment de l'instinct érotique, existait un instinct de mort. Et leur action conjuguée ou antagoniste permettait d'expliquer les phénomènes de la vie. Mais alors, il n'était pas facile de démontrer l'activité de cet instinct de mort ainsi admis. Les manifestations de l'éros étaient suffisamment évidentes et bruyantes. On pouvait admettre que l'instinct de mort travailla silencieusement dans l'intimité de l'être vivant, à la dissolution de celui-ci, mais cela ne constituait naturellement aucune preuve. L'idée qu'une partie s'en tourne contre le monde extérieur et devient apparente sous forme de pulsion agressive ou destructrice nous fit faire un pas de plus. Ainsi, l'instinct de mort eût été contraint de se mettre au service de l'éros. L'individu anéantissait alors quelque chose d'extérieur à lui, vivant ou non, au lieu de sa propre personne. » Fin de citation. Freud fait donc bien l'hypothèse que la pulsion ou instinct est premièrement dirigée sur le moi et s'en détourne en s'alliant à l'éros, ce qui peut paraître paradoxal. Mieux vaudrait admettre que deux voies s'ouvrent, l'une narcissique, autodestructrice, l'autre objectale, hétérodestructrice, comme dans l'attentat. Freud poursuit. L'attitude inverse, c'est-à-dire l'arrêt de l'agression contre l'extérieur, devait renforcer la tendance à l'autodestruction, tendance sans cesse agissante de toute façon. Il admet l'alliage de deux pulsions antagonistes. Dans le sadisme, pulsion dès longtemps reconnue comme composante partielle de la sexualité, on aurait ce genre d'alliage, de la pulsion d'amour avec la pulsion de destruction. De même que dans sa contrepartie, le masochisme, un alliage de cette tendance à l'autodestruction, tournée vers l'intérieur, avec la sexualité. Ainsi, cette tendance, autrement impossible à percevoir, devient précisément sensible et frappante. Fin de citation. Il semble que cette tendance apparaît précisément dans les attentats terroristes, même s'ils se réclament d'autres motifs. Il en va de même pour les passages à l'acte meurtrier
des tueurs de masse et des tueurs en série. Ces crimes constituent dès lors une preuve de la réalité de la pulsion de mort qui peut constituer leur cause, sans qu'on atténue la responsabilité des criminels pour autant, car chacun est responsable de ses pulsions. Par ailleurs, l'alliage avec Eros est plus ou moins manifeste. Le désir de tuer peut l'emporter et la pulsion de mort triompher sur la vitalité. Mais de nombreux crimes sont en rapport avec la sexualité. Freud a mentionné la résistance que son hypothèse avait rencontrée. Je cite, « L'hypothèse de l'instinct de mort ou de destruction a rencontré de la résistance, même au milieu de milieux psychanalytiques, écrit-il. Freud lui-même résista avant d'admettre cette conception. Il écrit « Je me rappelle ma propre résistance à la conception d'un instinct de destruction, quand elle se fit jour dans la littérature psychanalytique, et combien j'y restais inaccessible, ajoute-t-il, reconnaissant qu'il n'est pas le premier à avoir fait cette hypothèse, qu'il a magistralement vérifiée par la suite. » Il écrit encore « Ce processus serait au service de l'éros et voudrait à ce titre réunir des individus isolés. Plus tard, des familles, puis des tribus, des peuples ou des nations, en une vaste unité, l'humanité même. Il reconnaît donc dans la culture, entendue comme civilisation, un processus à part se déroulant au-dessus de l'humanité qui vient contraster avec la pulsion de mort. Mais la pulsion agressive, naturelle aux hommes, l'hostilité d'un seul contre tous et de tous contre un seul, s'oppose au programme de la civilisation. Cette pulsion agressive est la descendante et la représentation principale de l'instinct de mort que nous avons trouvé à l'œuvre à côté d'Eros et qui se partage avec lui la domination du monde. Désormais, l'évolution de la civilisation cesse à mon avis d'être obscure, elle doit nous montrer la lutte entre l'éros et la mort, entre l'instinct de vie et l'instinct de destruction, telle qu'elle se déroule dans l'espèce humaine. Cette lutte est somme toute le contenu essentiel de la vie. Les œuvres d'art ont donc, elles aussi, et surtout elles, vocation à montrer cette lutte, d'où la valeur des grandes épopées qui la mettent en évidence. L'amour ou la vertu doit triompher, et triomphe de fait, par-delà les idéologies dont Thanatos s'empare pour les pervertir à ses fins. Mélanie Klein, autre psychanalyste, s'est appuyée sur la deuxième théorie des pulsions de Freud et elle met l'accent sur la pulsion de mort. Elle pense elle aussi que deux forces, Eros et Thanatos, coexistent depuis le début de la vie de façon innée. Ce conflit va engendrer la force des fantasmes de destruction et de conservation et organiser les premiers stades de la vie psychique. Freud conclut Malaise dans la civilisation par cette question. Le progrès de la civilisation saura-t-il et dans quelle mesure dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agression et d'autodestruction? Question à laquelle il répond d'ailleurs plutôt positivement. Cette question hante en filigrane la culturie de masse qui analyse les antécédents de la situation actuelle et qui propose quelques solutions. Pour l'instant, la culture reste fascinée par les avatars de la pulsion, tandis que d'autres facteurs inhibent ses capacités restauratrices. Une culture de la destruction inaugure la destruction de la culture en s'attaquant aux institutions et à l'inspiration que le beau et le sublime orientaient jusqu'alors. Les artistes sont invités à déstructurer leur art à la faveur de mélanges explosifs ou d'improvisation écervelée. La mode les veut déjanter. Pourtant, c'est la culture qui a la charge de détourner ou de canaliser la pulsion de mort par le biais des sports, des arts martiaux ou dans les beaux-arts. Elle l'utilise, la désamorce ou la sublime. La pulsion de mort a une utilité. Elle nous fait accepter ou désirer la mort dans les situations qui la nécessitent. Héroïsme, fin de vie, etc. La mort n'est pas un mal en soi et elle peut être désirée, mais la vie et la morale nous enjoignent à choisir la pulsion de vie
qui ne manque pas de faire sentir ses effets, instinct de survie, conatus, désir et joie de vivre. Si nous admettons une vie éternelle, la mort n'est pas une fin, mais un passage obligé vers un état supérieur à certaines conditions de rectitude morale. Certaines cultures ont su faire une place positive à la mort. Je pense à la culture japonaise, au Mexique, car elle scelle notre condition. Mais la fascination par Thanatos, le choix de la mort contre la vie, peut se révéler pathologique quand il n'est pas commandé par une exigence supérieure ou par la nécessité, comme dans la fin de vie normale. La finalité de la culture en général et de ses institutions, religion, droit, art, est donc la vie et sa valorisation. La vie n'est certes pas une valeur morale, mais elle a une valeur infinie, car elle est une merveille naturelle, un miracle permanent. Un être vivant est un mystère, une harmonie magnifique et spontanée, comme sans cause. Le vivant n'est pas une machine, et c'est pourquoi la réduction du vivant au mécanique est scandaleuse. Nous devons respecter la vie des êtres, à commencer par celle des semblables, car nous en ignorons la cause profonde et la signification ultime. L'interdit de tuer est donc le premier interdit de la civilisation. La cueillette fut le premier mode de production et elle respectait cet interdit, valant pour les animaux, les végétaux ayant un statut un peu différent. Il y a certes une contradiction dans la vie matérielle qui se nourrit de vivants et donc transgresse, au moins à l'égard des végétaux, cet interdit de tuer. La mort et la vie se succèdent et s'entrelacent, et on observe un premier antagonisme inspirateur d'œuvres et de réflexions. Les religions ont statué à ce propos et ont proposé des codes de conduite réduisant au minimum le droit de tuer. Les lois de Manu en Inde, la Bible dans le monde sémitique. L'interdit joue à plein en faveur de l'espèce humaine, mais il s'étend assez tôt aux mammifères et aux animaux, notamment dans le végétarisme hindou. Tout ce qui réduit la part de Thanatos se trouve culturellement valorisé. Mais la question se divise dans la mesure où le point d'application, ou l'objet de la pulsion, peut être soi-même ou autrui, et l'investissement narcissique ou objectable. Je conclurai ce paragraphe en rappelant que la finalité de la culture en général consiste globalement en une domestication des pulsions, notamment agressives et mortifères. Elle tempère aussi les pulsions sexuelles, qui fournissent alors l'énergie nécessaire au travail et aux liens sociaux, dans l'union et l'entraide. La culture engendre une grande maison commune où les liens sociaux doivent l'emporter sur les forces de dissolution. La pulsion de mort est toutefois sublimée dans des actions ou des œuvres engageant à accepter la mort inéluctable. Donc, ce qui peut nous alarmer actuellement, c'est non pas le fait que la pulsion de mort soit prise en compte, elle est bien entendu présente dans certaines œuvres, et c'est une bonne chose, puisqu'il y a lieu de parler de la mort, de la montrer, et même de montrer des criminels, de montrer des horreurs, ça fait partie de l'art. Mais c'est la fascination, c'est l'attraction qui pose ici problème. C'est le fait que soient érigées en modèle des formes plus ou moins du reste décomposées, qui incitent à la décomposition. Alors, je vais maintenant donner quelques exemples qui ne sont pas du tout mentionnés dans mon livre. J'ai souhaité parler d'autre chose que du livre, puisqu'on va abondamment en parler ensuite, et puis que je vous invite tout de même à le lire, et à en reparler ensuite éventuellement. Puisque le livre se focalisait surtout sur ces attentats qui ont eu lieu de, disons, 2015-2017, même s'il en continue, bien sûr. Bon, il y aurait bien sûr des remarques à faire là-dessus, de notre ordre, mais la pulsion de mort continue son office et ses destructions. Alors, j'ai choisi trois faits récents que je vais vous donner à voir avec une rapide image. Bien sûr, j'ai pensé à mentionner Freud et puis Mélanie Klein, qui sont vraiment ceux qui ont théorisé cette pulsion. Si vous voulez en savoir davantage, vous lirez leurs œuvres. J'ai très rapidement circonscrit cela, un peu vite, mais je ne voulais pas non plus alourdir l'exposé.
On pourra en reparler ensuite si vous le souhaitez, parce que ça me paraît la réponse théorique adéquate. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ces deux très grands auteurs, à ces deux grands psychanalystes. Et je pense que d'ailleurs une grosse part de la régression que nous subissons actuellement vient au discrédit dans lequel on a finalement jeté la psychanalyse après l'avoir adulée au-delà de ce qu'elle méritait presque, en avoir fait une espèce de référence unique, comme cela a été dans les années 70. Donc on va d'excès en excès, malheureusement, et c'est dommage parce qu'on perd du coup des explications qui rendent compte d'une sauvagerie naturelle qui est présente en tout homme, mais plus particulièrement chez certains, et plus particulièrement dans certaines conditions. Donc rendons hommage à ces grands auteurs, et passons tout de suite à un premier fait, qui est alors un incident, un incendie plutôt artistique et un passage à l'acte suicidaire qui s'est produit en Amérique, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, dans un festival qui s'appelle Burning Man. Vous connaissez peut-être ce festival, je vais en parler brièvement. Et évidemment, cette malheureuse affaire nous rappelle qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Le festival Burning Man existe depuis 1986. Il est né à San Francisco et il a été délocalisé par la suite dans le Nevada. C'est une manifestation post-hippie dont le slogan est « La vie est courte, faisons quelque chose d'extraordinaire, puis brûlons-le ». C'est le festival le plus déjanté du monde, une espèce de fête païenne et éphémère. Les œuvres d'art, le plus souvent délirantes, créées pour l'occasion, sont donc destinées à la destruction. Une immense effigie, le Burning Man, est immolée en fin de festival. Ce festival de la démesure réunit des personnes qui se réclament du déjantement, mais depuis peu, il se gentrifie et il accueille des cadres de start-up, des people, des gens fortunés. Il propose 400 événements quotidiens. Il comporte 3000 bars et réunit environ 7000 personnes dans une ville éphémère, Black Rock City, qui renaît, tel le phénix, chaque année. Il me semble emblématique de cette culturie de masse qui envahit les espaces artistiques et sociaux. C'est le nec plus ultra de la déjante et du délire imaginaire. Il touche désormais les milieux huppés, puisque le prix d'entrée est passé de 65 $ à 700 en 2017. Ce n'est donc pas le festival des pauvres. On dénombre une dizaine de festivals analogues. Alors, ce ne serait pas si alarmant que cela si, dans ces festivals, déjà, un homme avait déjà perdu la vie. On est passé de la contre-culture qui avait ses raisons à une culture de masse qui cultive la déraison, car elle prise l'imagination à proportion du délire impliqué. Alors que les artistes s'appliquaient naguère à accommoder l'imagination aux exigences de la raison, à travers les critères de la vraisemblance, de la cohérence du récit, des proportions, etc., l'imagination absolument débridée enfante tous les monstres recélés par le ça. C'est l'art unlimited. La tolérance à toutes les fantaisies, y compris les plus dangereuses pour la nature, un incendie gigantesque par exemple, qui peut toujours arriver. Alors dans le désert, c'est évidemment un peu plus difficile, puisque par définition, il n'y a rien, ou pour les corps et les esprits fragiles. Ce festival a précisément révélé sa puissance mortifère à l'occasion du drame qui s'y est produit le 2 septembre 2017, puisqu'un homme a joué le jeu jusqu'au bout en s'immolant avec le Burning Man, offrant un spectacle de mort aux participants qui ont à cette occasion rencontré la culturie dans toute sa puissance mortifère. L'art du Burning Man a trouvé son point final. Malheureusement, ce festival de la démesure débarquait cette même année sur le plateau du Larzac. Cette mode du feu est très inquiétante. Elle gagne toutes sortes de manifestations dont les organisateurs ne pourraient sans doute pas maîtriser les incendies qui s'en suivraient, ni prévenir suffisamment les passages à l'acte suicidaire. Il y a là une contradiction majeure avec les consignes de sécurité imposées aux lieux de spectacle et d'hébergement. Alors, c'est évidemment très surprenant, et pour les gens de théâtre, c'est assez révoltant, parce que, vous savez, dans l'histoire du théâtre, les incendies
ont toujours été assez nombreux et redoutés. D'où, au fur et à mesure, des consignes de sécurité très sévères et des formations qu'on est obligé de suivre dès qu'on veut ouvrir une salle de spectacle. Et on voit, par ailleurs, qu'on s'amuse avec le feu et que, vous voyez, dans différentes manifestations, que je ne mentionnerai pas toutes, bien sûr, mais vous pouvez y penser, on allume des grands incendies. Et il y a là une espèce de preuve, de manifestation, vous voyez, de cette pulsion qui prend avec elle, qui se sert d'un élément certes précieux, mais en même temps extrêmement redoutable. La vitesse du feu, si vous la connaissez, est terrible. Donc on a là une première forme, il y a un premier exemple qui mérite notre attention et qui s'inscrit bien dans cette culture de masse que j'ai essayé de circonscrire. Donc ce malheureux garçon, à un moment du grand incendie, mais le First Burning Man, qui est une grande effigie, une grande structure, s'est jeté dans le feu, on ne sait pas bien pourquoi, mais sans doute poussé par la pulsion qui s'est déclenchée. On peut penser effectivement que la pulsion de mort provoque ce genre de désir, si je puis dire. Elle peut saisir quelqu'un à un moment inattendu par le sujet lui-même, qui va de ce fait se livrer à quelque chose de tout à fait irrationnel et inexplicable pour l'entourage et dans le contexte. Le deuxième exemple que j'ai choisi, et alors on pourra revenir bien sûr et analyser tous ces exemples, c'est celui de la pop star Kim Jong-un, qui dévoile un autre aspect de la culturie. Je cite un article de journal. Dans la chambre d'hôtel où Kim a été découvert lundi, les enquêteurs ont retrouvé une briquette de charbon brûlant dans une poêle à frire, une méthode couramment utilisée pour se suicider dans cette société ultra compétitive qui compte un des taux de suicide les plus élevés du monde. Ce chanteur, très populaire en Asie et ailleurs, s'est déclaré brisé de l'intérieur. Il n'a pas pu résister à la désolation dans laquelle le plongeaient les contraintes imposées par le système de la Korean Pop. La culturie joue ici à deux niveaux, celui de la massification du public, qui déshumanise les conditions de travail et de production, celui de l'isolation narcissiquement désastreuse des stars, qui se réduisent à n'être que des icônes et se vident progressivement de leur substance au profit d'une effigie dont la pulsion de mort s'empare aisément. Rupture des liens sociaux et des relations objectales, chosification par un système qui ne vise que le profit, l'artiste devient une vache à lait qui ne peut progressivement plus rien donner. Cassé, brisé de l'intérieur, signifie bien cette destructivité de la pulsion qui pulvérise le sujet et détruit son unité vitale. Il ne peut plus vivre alors car il est privé des apports libidinaux réels. Le système de la K-pop, la Korean Pop, a été incriminé, mais sans l'offensivité de la pulsion de mort, il n'aurait pas suffi. D'autres se sont accommodés des conditions drastiques imposées, mais des êtres plus sensibles et plus talentueux peuvent succomber à la tentation de Thanatos, qui promet une décharge définitive des tensions. Pourtant, écrit-on, Kim était perçu comme une star modèle de la K-pop, avec sa voix parfaite et ses talents de danseur. Il n'a jamais fait parler de lui avec des frasques amoureuses, des abus de drogue ou d'alcool qui ont fait dérailler la carrière d'autres artistes. Mais derrière l'image glamour des bands, il y a la concurrence impitoyable, la renonciation à toute vie privée, le harcèlement et une pression publique constante pour entretenir les apparences. Je suis cassé de l'intérieur, a lâché le chanteur dans une note d'adieu. Comme Kim, nombre de stars ont été repérées très jeunes par les agences, parfois au début d'une adolescence, qu'ils consacrent à de très durs cours de chant ou de danse, sans aucune garantie de succès. Pour ces stars, la pression est aussi mentale, puisqu'on n'attend rien de moins que la perfection dans leur apparence ou leur comportement. Ces vedettes sont en effet épiées par des clubs de fans, prêts à dépenser des sommes astronomiques et à donner de leur temps pour aider leur idole à gravir les marches de la gloire, quitte à écraser les rivaux. Mais il faut éviter tout faux pas, car le plus fervent admirateur sera demain le critique le plus sévère s'il se sent trahi.
Prendre des drogues, conduire en état d'ébriété est évidemment rédhibitoire. Mais il est aussi des dérapages moins graves. Ne pas garder en permanence un sourire plaqué sur son visage, ou faire une gaffe sur les réseaux sociaux, dont on glosera à l'infini. Beaucoup sont constamment traqués par les paparazzi et les fans armés de perches à selfies, prêts à tout pour partager n'importe quoi de leur star sur les réseaux sociaux. Fin de citation de ce long article trouvé sur Internet et appartenant à la rédaction du Figaro. L'artiste est ici à la merci de la masse, des médias et des agents qui promeuvent une culture et un art tout fait, dépourvu de profondeur et de réalisme. Une illusion musicale à consommer. Nous sommes ici à l'inverse des formes délétères prisées en Occident. Mais la massification fait également écho à la destruction légitime des conditions de production des œuvres qui, en principe, nonobstant le travail nécessaire, impliquent un certain degré de liberté de l'artiste. Les œuvres d'art ne sont pas des produits comme les autres. Un jour, une personne, un élu important dans la culture, m'a dit « les œuvres d'art sont des produits comme les autres ». Je ne le pense pas. Elles et leurs créateurs ou interprètes résistent mal à la mécanisation et à la dépersonnalisation. C'est alors un vide propice à la prépondérance de la pulsion de mort. Paradoxalement, la mort pouvait sembler offrir à Kim la vie privée dont on l'avait dépossédé. Alors on a là un exemple qui est évidemment bien particulier, puisque si vous connaissez cet artiste, son travail est absolument impeccable et on est plutôt dans l'ordre du beau. Enfin, on peut aimer ou non ce genre de musique, mais c'est parfaitement fait. On est dans une sorte de perfection, mais qui justement ne tolère absolument pas le moindre défaut et contraint ceux qui en sont les porteurs à une vie pique monacale. Pique monacale parce que c'est une existence qui est tout entière vouée à la masse des fans et qui entraîne cette dépersonnalisation dont j'ai parlé. Donc voilà ce deuxième exemple de culturie qui concerne bien sûr ici un individu, mais la massification et la destruction vient constituer une cause analogue et dans un contexte tout à fait différent, qui est un contexte asiatique, oriental, mais fortement occidentalisé par les modes musicaux qui, d'une certaine manière, produisent évidemment, on peut le penser, pour les Asiatiques, un phénomène tout de même de déculturation, d'acculturation, puisque la culture asiatique a tout un passé fort différent et extrêmement riche, dont ces personnes se privent. On voit aussi cela au Japon. L'occidentalisation provoque tout de même, là aussi, une destruction intérieure, alors que la tradition, pendant des siècles, a ménagé et précisément su très bien prendre en compte et intégrer la pulsion de mort. L'art japonais et toute la culture japonaise, toute l'histoire japonaise l'attestent, et d'autres pays d'Asie en sont également tout à fait capables. Alors le troisième cas est tout à fait récent. Vous allez évidemment découvrir un écho de l'actualité, c'est le cas Nicolas. Le troisième exemple est celui d'un tueur de masse. C'est évidemment un cas complexe qui atteste la culturie, pour autant que les assassinats ont été perpétrés dans un haut lieu culturel, le lycée, lieu de transmission du savoir et de socialisation. L'interdit de la violence structure en principe ces lieux d'études et de rencontres pacifiques. En réalité, il n'en est plus rien, car ces lieux sont dévastés par une violence latente, proportionnelle à l'extension du culte de l'ignorance et de la complaisance à la violence. En France, les lycées sont fréquemment le théâtre de Marav Challenge, au cours desquels on frappe en bande un autre élève, comme la presse le rappela à propos d'un violent incident au lycée de Metz, le 19 décembre 2012, au cours duquel un adolescent fut roué de coups. Des élèves sont harcelés par leurs camarades, et j'ai rappelé dans mon livre la fusillade de mai 2017 dans les Alpes-Maritimes. Aux USA, des fusillades éclatent assez régulièrement dans les établissements scolaires. Et Nicolas Cruz figure parmi les nombreux tueurs de masse opérant dans les institutions d'enseignement. Les motivations de ces tueurs sont très diverses, mais toutes attestent une flambée de la pulsion de mort. Même si d'autres facteurs peuvent être identifiés,
Il est manifeste que ces tireurs ont été pris de pulsion, comme on peut être pris de folie, et se livrent à l'amok, mus par une force et une résolution incompréhensibles et injustifiables, quelle que soit leur déréliction ou leur compte à régler avec l'institution. Ce jeune homme était évidemment dans une situation un peu délicate puisque ses parents adoptifs étaient morts, son père était mort depuis 10 ans et sa mère était morte au mois de novembre. Mais ça ne suffit pas pour expliquer cet acte, même si il éprouvait une certaine souffrance et un sentiment évidemment de désolation et d'isolement. L'anonymat et l'indifférence que les grands établissements d'enseignement engendrent n'est guère propice à la personnalisation. Mais seule l'hypothèse de la crise pulsionnelle rend compte de tels actes, aussi irrationnels et quasi gratuits. Telle est bien la raison secrète de l'acte criminel prétendu gratuit. Il est une poussée de Thanatos, une éruption que la désertification affective favorise. La massification de l'éducation, la déshumanisation du savoir à travers les prismes de sciences aussi froides qu'abstraites, livrent les consciences au désarroi. Et ce contexte est propice à la dérive de quelques-uns qui trouvent dans l'assassinat de leurs semblables une décharge à la mesure de leur désolation. La pulsion de mort vient combler le vide affectif, le manque d'étayage et la carence narcissique. Dans les 3 cas, le feu est le dénominateur commun de morts bien différentes. Bûcher occasionnel pour l'un, charbon toxique pour l'autre, armes dites à feu dans le cas du tireur de Floride. La domestication du feu a marqué le commencement de la technique et ses progrès. Sa surveillance par les Vestales et sa divinisation par les Hindous montrent à quel point il est un élément prépondérant de la culture, à la fois mortifère et bénéfique. On ne joue pas avec le feu. Ces 3 exemples montrent aussi comment 2 personnes inconnues se sont trouvées propulsées sur la scène de la culturille, tandis qu'une star constamment exhibée a cherché une mort discrète et privée. La vaine gloire que la culturille de masse exacerbe livre dès lors son paradoxal sens. Pour être heureux, vivons cachés, enseignaient les sages épicuriens. Il n'est pas insignifiant que la culturille de masse s'appuie sur le star system et repose sur la médiatisation à outrance qui propulse sur le podium ce qu'elle touche de ses doigts de mort. Voilà, je vous laisse méditer sur ces 3 événements funestes et terriblement malheureux, évidemment. Nous pouvons vraiment nous désoler profondément que des choses pareilles arrivent, et alors il est tout à fait triste que les médias ne s'attardent, pour ainsi dire, pas, si je puis dire. Vous voyez, elles en font évidemment leur matière, leur raison d'être, mais jamais nous n'avons de méditation, de réflexion suffisamment approfondie et de considération longue sur ces événements, sur ces faits qui se succèdent et puis qui passent les uns après les autres. Et puis évidemment, on cherche toujours ces sensations fortes à travers un nouveau meurtre, un nouvel attentat, etc. Il y a une consommation aussi de ce que la pulsion de mort a produit, et une complaisance inconsciente, je pense, j'espère d'ailleurs, mais quelquefois un peu provoquée, et qui finalement nourrit aussi le spectateur, vous voyez, de cette denrée. C'est-à-dire que le reste paraît terne et fade, et on a besoin de choses de plus en plus fortes. C'est un peu l'équivalent de ce que produisent les drogues. On veut des doses dans le divertissement, dans, vous voyez, l'événementiel. C'est plus tellement le spectacle, on veut des événements, on veut, voilà, des effets, etc., des choses qui ne comportent pas beaucoup de texte, parce qu'on a du mal à suivre un texte désormais. Et alors on veut de la sensation. Voilà. Donc je pense que nous sommes vraiment sur une falaise et qu'il ne faut pas faire beaucoup de pas en plus, parce que nous sombrerons. Et jusqu'à présent, bien sûr, la pulsion de mort n'est pas nouvelle et la violence non plus, mais au moins la civilisation et la culture s'efforçaient tout de même d'endiguer cela. Mais à partir du moment où elle s'y livre, où elle s'y complaît, alors nous n'avons plus d'espoir, nous sommes perdus, parce que nous-mêmes, nous allons
nous livrer au feu, nous jeter dans le feu, parce que c'est tellement excitant finalement de faire cela, ou de le voir faire surtout aussi. Alors bien sûr cela choque, les gens pleurent, ils sont émus, mais cela cache à mon avis un appétit qui commence à s'ouvrir et qui nous fait quand même très tolérants à l'égard de ce genre de choses. Je veux dire, on a une très forte tolérance. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ça a été peut-être suffisamment, non? C'est pas là? C'est pas trop long? Ça va? Très bien. On m'avait demandé une demi-heure, donc voilà, j'ai obéi. Bien, ben maintenant nous allons débattre un petit peu.